bienvenue. Comme je le disais, on est sur le premier webinaire d'une série de 3 sur l'état des lieux des projets alimentaires territoriaux et de la coopération internationale des collectivités locales françaises. Donc avant de commencer et de se présenter, on voulait avoir un petit aperçu de qui était là. Donc on va essayer une nouvelle fonctionnalité aussi, de vous faire un petit sondage. Il y a 2 questions. Donc, je vais lancer ce sondage. C'est bon, vous? Est-ce que vous voyez les questions apparaître? Oui, oui. La première question, c'est la zone géographique à laquelle vous êtes rattaché. Donc ça permettra de voir un peu qui est présent. Et la deuxième question, ce sera sur est-ce que vous intervenez plutôt sur le côté projet alimentaire territoriaux ou sur la partie coopération internationale des collectivités? Sachant que l'idée, c'est de lier les 2 enjeux et que ça nous intéresse un petit peu, de voir d'où vous venez et que vous sachiez aussi, qui est là. J'arrive. Est-ce que vous arrivez à cliquer sur les items du questionnaire? Alors oui, on a 30 réponses sur 37, donc il manque 7 personnes en effet. Mais Peut-être regarder les résultats? Sachant que, pour information, ce webinaire est enregistré, donc on le mettra aussi en replay, sur notre, chaîne YouTube, donc vous pourrez y avoir accès aussi, dans un deuxième temps. OK, je mets fin au sondage. On a les résultats? Et qu'on démarre. Hop. Est-ce que vous voyez les résultats? Moi, je ne les vois pas, disons. ouais, il y a en effet, donc on voit que on a l'Île-de-France qui est bien sûr plus représentée que le reste, mais aussi Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Grand Est, Bretagne, un petit peu Auvergne-Rhône-Alpes, des régions qui ne sont pas trop représentées, et quelques acteurs aussi plutôt basés à l'étranger. Et ensuite, sur la deuxième question qui était sur quelle était un peu votre entrée hein, sur ces questions-là, on a beaucoup plus de personnes qui ont une entrée internationale, et du coup qui j'imagine sont intéressées ou traitent des questions alimentaires dans ce cadre-là, et donc 64% et 21% plutôt sur l'aspect projets alimentaires territoriaux et qui souhaitent, j'imagine, en tout cas qui sont intéressés à intégrer la notion internationale dans leurs projets alimentaires. Très Très bien. bien, je le ferme. Hop. Merci en tout cas d'avoir répondu. Donc on va passer à une rapide introduction et démarrer ce webinaire. Donc rapidement, nous, on est l'association Let's Food. Donc, Anna Fauché, moi, je suis, directrice et cofondatrice avec, Louison Lançon qui présentera par la suite le projet, de l'association Let's Food. L'association, c'est une association loi 1901 qui accompagne les territoires à la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires et qui s'appuie notamment sur la coopération territoriale et l'échange de bonnes pratiques. Donc à la fois, aux échelles locales, sur les territoires, mais aussi, nationales et internationales. Et on a 3 axes d'intervention. Donc on accompagne des collectivités, en France sur des projets alimentaires, mais aussi sur de la coopération décentralisée, en essayant justement d'encourager, les territoires à aller vers davantage de coopération sur ces questions-là, d'où l'intérêt de ce projet. On a un deuxième axe qui est le partage d'initiatives. Donc on a un centre de ressources, qui recense des initiatives, sur, de nombreux territoires et notamment grâce à de nombreux bénévoles, un peu partout dans le monde qui font des fiches et font connaître des projets locaux et des publications qui nous permettent de mettre à l'agenda, certains sujets. Donc c'est l'objectif notamment,
d'un des livrables de ce projet-là que Louison vous présentera. Donc, faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe sur les coopérations liées à l'alimentation et donner des outils aux collectivités pour qu'elles aillent plus loin. Et notre troisième axe, la formation. Donc, on forme des étudiants et on forme aussi des élus locaux. Renforcement de compétences, donc on crée des outils. On est par exemple en train de créer un outil de formation sur, les politiques de lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc des exemples de collectivités qui ont mené des projets, sur ce sujet. Et donc on travaille sur les questions de coopération internationale depuis, 7 ans. Du coup, avec le projet initial, le projet Let's Food Cities, où c'était à destination des 7 villes et métropoles qui avaient signé le pacte de Milan et intégrer un axe alimentation, dans le cadre de leur coopération. On a eu le projet, Odyssée, avec Socopération et d'autres partenaires, avec l'idée de creuser un petit peu comment on pouvait avoir une approche, globale de l'alimentation. On peut passer Louison, peut-être, sur, ah oui, l'équipe, pardon, qui est mal placée, mais effectivement l'équipe, on est 4, pardon. Donc Louison et moi, on s'est présentés, on travaille avec Anaëlle Rago et Émilie Wayne en ce moment et notre bureau, donc Florian Hugues Fouché, qui est président, et Nathalie Corrad, que vous connaissez peut-être de Bordeaux Sciences Agro, qui est trésorière de l'association. Et donc, je reviens rapidement sur les livrables du projet Let's Food Cities. Donc, il y a un guide, tout est accessible en ligne et il y a 14 diagnostics de territoire. Et sur le projet suivant, on a fait donc ce guide dans le cadre d'un appel à projet de Socopération, donc le réseau multi-acteurs Nouvelle-Aquitaine, où l'idée c'était aussi de travailler avec des territoires pilotes sur des arguments à destination d'une coopération décentralisée sur les questions d'alimentation durable. Heu, on a aussi fait un projet de coopération décentralisée, on en a fait plusieurs. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu, ce que nous, on a pu faire, entre Sefrou et les départements d'Ille-et-Vilaine, avec l'idée de réfléchir sur, les opportunités de l'agroécologie dans la province de Sefrou. Et enfin, je ne vais pas m'étendre, on travaille beaucoup avec la FAO sur des missions de médiation entre territoires et notamment entre Milan et Amman, sur une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, qu'on a réalisé dernièrement. Et je m'arrête là pour, vous présenter, les panélistes, d'aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir 5 panélistes. Donc Louison que j'ai déjà présenté et qui vous présentera le projet, un petit état des lieux. Pascal Ajali, donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui va aussi nous faire un petit point d'étape, sur, où en sont les collectivités et les questions d'alimentation sur ces sujets. Gülseren Veustaltin, donc qui travaille au Comité français pour la solidarité internationale. Et 2 retours d'expérience dans la partie 2 avec, Charlotte Rieff qui, j'espère, va arriver à se connecter, mais n'est pas loin, du département des Hauts-de-Seine et Laurence Alagoiti de la ville de Paris qui nous présentera aussi, une coopération avec Nouakchott. Voilà pour le programme, et donc cette partie 1, je vais, donner la parole à Louison pour démarrer la première intervention. Merci. Je vais commencer, voilà, par recontextualiser en effet, le cadre de ce projet et donc de ce cycle de 3 webinaires qu'on démarre aujourd'hui. Donc ce projet a émergé suite à différents constats qu'on a pu faire, au fil de nos expériences, qu'on a pu aussi faire avec donc, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec qui finance ce projet et avec qui on collabore. C'est donc aujourd'hui, il y a bien sûr, cette urgence climatique, est nécessaire de transitionner vers des systèmes alimentaires durables, résilients, qu'il existe des solutions à l'échelle des territoires, en France comme ailleurs, que les collectivités sont des acteurs pertinents pour agir sur ces questions et donc ce levier de la coopération est, assez pertinent pour favoriser l'échange de pratiques, entre collectivités sur les sujets, de la transition, agroécologique et alimentaire. Simplement aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a finalement assez peu de projets, internationaux sur ces sujets, contrairement à d'autres, sujets beaucoup plus, traités, on le verra par la suite. Et donc, il y a, éventuellement un besoin de sensibilisation, d'outillage des collectivités, d'adaptation peut-être aussi des outils dont elles bénéficient pour, encourager, l'émergence de ces projets-là. Donc l'objectif du projet Copalim, 2 qu'on porte actuellement, bah, c'est d'informer, voilà, les collectivités territoriales sur les atouts de la coopération internationale, en lien avec les sujets de la transition, agroécologique et alimentaire. L'intérêt de mobiliser aussi ce levier international dans la construction d'une stratégie à l'échelle territoriale, stratégie alimentaire à l'échelle territoriale.
de comprendre, enfin nous, notre objectif, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on a assez peu de projets, qui lient, les 2 sujets et d'explorer, comme je l'ai indiqué, les outils, dispositifs qui pourraient permettre, de vous faciliter en tant que collectivité, l'intégration des sujets alimentaires en stratégie internationale et vice versa. Donc comme je le disais, c'est un projet qui est financé par la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, la DCT-CIV, au ministère, des Affaires étrangères et qui est mené en partenariat notamment sur l'aspect, webinaire diffusion avec, Cité Unifrance. Il se déploie enfin la méthodologie qu'on porte, elle, se décompose pardon en 3 grandes activités. On a démarré ce projet au début de l'année en janvier. Donc on a réalisé d'abord un état des lieux des coopérations alimentaires, comprendre, quelles étaient les coopérations qui existaient aujourd'hui à l'international sur les sujets, alimentation, agriculture durable. On a pu réaliser environ, 19 entretiens, avec à la fois des acteurs locaux, territoriaux, en France, à l'étranger, mais aussi des acteurs nationaux et réseaux de territoires pour comprendre, justement, les enjeux qu'il y avait derrière cette difficulté à monter ces projets, pour ensuite arriver sur cette activité 2 d'analyse des freins, des leviers, en s'appuyant aussi sur les recherches qui existent déjà, hein, sur le sujet. Et ensuite, on est sur actuellement donc, sur cette activité plutôt de diffusion-discussion. Donc ces webinaires, ils visent bien sûr à mettre en lumière certaines expériences et certaines conclusions de nos travaux, mais aussi à collecter vos retours, notamment au travers du deuxième webinaire qui sera plus, sous forme d'atelier, en tout cas qui vous laissera plus, la parole que ce premier et le troisième. Mais il y a vraiment un objectif aussi, à ce que, nos échanges aujourd'hui et dans les prochains webinaires viennent alimenter aussi, ces publications et donc nos conclusions. C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité d'un premier projet qu'on avait porté, donc dont Anna a parlé, une première édition de Copalim, qui permettait un peu de défricher, ces sujets-là et on avait pu réaliser 3 vidéos. Donc je vous invite, à consulter, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qui, justement, vont vous permettre, voilà, de parcourir déjà les bénéfices d'une coopération internationale sur ces enjeux et quelques outils d'ores et déjà, qui pourraient être pertinents. On a aussi, peut-être, pour, dire un peu dans quel contexte aussi s'inscrit ce projet-là, c'est, la continuité, de ce projet Copalim qui, nous avait aussi permis d'initier une réflexion avec, Lorient Agglomération et Toulouse Métropole sur une étude un peu de préfiguration sur quels seraient les projets pertinents, à mettre en place, en lien avec le projet alimentaire territorial et la coopération internationale. Donc avait pu, permettre en tout cas de poser des bases de réflexion. Donc voilà, c'en est tout pour l'introduction, la présentation du projet. Et donc ici, on vous proposait, on n'a pas forcément le temps de prendre des questions à l'oral, mais si vous avez en tout cas des questions par écrit, comme l'indique Anna, sur le projet et enfin, le contexte qu'on vient de présenter, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions-réponses. Et Anna, est-ce que je Mhm. je redonne la parole? Oui, bah, je vais la redonner directement à Pascal pour la suite des interventions. Et comme je disais, si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas via les questions-réponses. On n'a pas encore résolu le problème, mais peut-être qu'on l'aura résolu d'ici là. Pascal, à vous la parole. Il faut que vous enleviez le micro. Il faut dire aussi que je suis sur mon téléphone parce que nos ordinateurs ne permettent pas d'utiliser les outils comme Zoom ou Teams. Alors, bon, je vois qu'il y a un état des lieux, puis surtout Peut-être, un historique. Vous m'entendez peut-être bien vous là? représenter. Oui, oui, très Oui, bien. je vais me Peut-être. représenter. Donc, Ouais. oui, 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 vous avez raison. Pascal Ajali, donc, je travaille à DCT Civ, donc ex-DAECT. Et comme nous avons fusionné avec l'autre délégation du ministère, et plus particulièrement de la direction générale de la mondialisation, qui était donc la délégation CIV pour société civile, donc désormais, nous ne sommes plus DAECT, mais DCT Civ. Et ça, je crois qu'un grand nombre de ceux qui nous écoutent le savent à présent. Donc, on m'a demandé de faire un petit historique. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste hein, de l'histoire de la coopération décentralisée, mais bon, effectivement, comme chacun sait, au lendemain de la guerre, ce qui prévaut, c'est la réconciliation, et donc c'est la période des jumelages. Et donc, il y a un décret dès 56 qui définit un petit peu ce que doit être un jumelage.
Et finalement, on ne peut pas parler encore de coopération décentralisée, mais finalement, ces jumelages vont s'avérer être les jalons, les bornes, les socles sur lesquels les collectivités vont s'appuyer pour développer ensuite ce qu'on a appelé la coopération décentralisée. Donc, comme chacun sait, en 82, on a les lois de fer, hein, les lois de la décentralisation avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et en fait, au niveau de la coopération décentralisée, il y avait déjà des choses avant 82, mais qui étaient pas formalisées. Il y avait une sorte de zone grise de tolérance, j'allais dire, de l'État central pour certaines actions des collectivités. Mais bon, on n'avait pas réellement de texte ni de cadre. Et donc, en 82, c'est chose faite. Mais en fait, il faut réellement attendre la loi d'orientation de 92 relative à l'administration territoriale de la République, euh, qui affirme clairement le caractère volontaire de la coopération décentralisée. Donc, c'est bien une coopération qui émane de la volonté des collectivités territoriales. Et c'est un petit peu la particularité de ma délégation, d'ailleurs, c'est que euh, dans les autres services du ministère, on a des sous voilà, pour faire des choses. Bon, il y a aussi, on a des sous aussi pour d'autres, pour que les structures puissent faire aussi des projets. Mais là, DCT-CIV a cette particularité que, bah voilà, on propose des appels à projets, on propose des financements, mais in fine, le succès de ces appels à projets, bah, ce sont les collectivités qui le font ou pas. Euh, voilà. Alors, bien sûr, ce caractère volontaire de la coopération, bah, c'est cohérent avec la libre administration, hein, des collectivités territoriales, donc consacrée 10 ans plus tôt, en 82. Et c'est une loi d'orientation qui aussi affirme le principe du respect des engagements internationaux de la France. Donc voilà, les collectivités ne peuvent pas aller à l'encontre de ces engagements internationaux. Bon, je n'ai pas une grande expérience des CTCIV, ça fait que 3 ans que j'y suis, et encore en 2024, j'étais à l'étranger. Mais ça, bon, je n'ai pas vu clairement de problème sur ce respect des engagements internationaux. Alors, bien sûr, la coopération décentralisée, c'est quelque chose de plus étroit, bien entendu, que l'action extérieure des collectivités territoriales, mais il est vrai quand même que à la délégation, on s'occupe principalement de coopération décentralisée, notamment avec les appels à projets que l'on propose. Euh, voilà, ça c'est un petit peu pour l'historique. Euh, alors, euh, comment dirais-je, quand je suis arrivé, donc en 2022, fin 2022, il y avait eu des appels à projets émanant de l'ex-DAECT, des CTCIV, sur justement l'agriculture, l'agroécologie. Et puis ça s'était arrêté. Et puis on a repris en 2023. Donc c'est moi qui était en charge de cet appel à projet. En 2023, c'est un appel à projet qui a plutôt bien marché. On a eu de nombreux projets proposés. En 2024, c'est mon collègue Jordan Barlemont qui s'en est occupé puisque moi j'étais absent. Là, il n'y a pas eu beaucoup de projets et encore moins de projets acceptés. Et malheureusement, cette année, donc, avec les restrictions budgétaires, notre délégué a souhaité restreindre le nombre d'appels à projets thématiques et l'appel à projets, comment on l'avait appelé déjà, sécurité alimentaire, est passé à la trappe. Alors, je bataille pour qu'on le reprenne l'année prochaine, mais bon, je suis pas persuadé d'y arriver, mais en tout cas, je vais quand même essayer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce, voilà ce que je voulais vous dire sur
nos projets et sur, nos appels à projets et sur l'historique, de la coopération décentralisée. Ce que je voudrais rajouter également, c'est que effectivement, je reprends, ce que disait Louison, en introduction. Il est vrai que ce sont des sujets qui se prêtent bien à la coopération décentralisée, heu et parce que les collectivités ont des problématiques, similaires et qu'effectivement dans de nombreux pays, c'est ce sont des sujets importants. D'ailleurs, Laurent, vous l'expliquera mieux que moi, mais heu, je me souviens que lorsqu'il, comment dirais-je? Lorsqu'il étudiait la possibilité de faire un projet, à Nouakchott, les Mauritaniens lui avaient bien dit que lors du Covid, ils s'étaient aperçus de l'extrême fragilité comment dirais-je? De leur ville, Nouakchott, sur justement l'approvisionnement en denrées et en nourriture de 1re nécessité, si je peux dire ainsi. Voilà, s'il y a des questions, si Peut-être? bon, je m'interdis pas de rebondir parce que j'ai toujours un peu l'esprit, d'escalier, mais voilà. Merci Pascal pour cette, présentation. Peut-être, il y a une question, sur, quels sont les appels à projets, Oui. qui sont pertinents, étant donné que l'appel à projet sécurité alimentaire n'existe plus? Heu, Oui, mais donc ça on revient sur les appels à projets généralistes et ou thématiques et ou, enfin bon la thématique non, mais si vous voulez ou géographique, oui. géographique, Merci oui, d'accord. Anna. Oui, oui, merci Anna de me rappeler ce point important. Effectivement, donc, cette année, donc, il n'y a pas d'appel à projet thématique, sécurité alimentaire. Alors, oui, il est vrai qu'il y a l'appel à projet, généraliste, mais il y a également, les appels à projets géographiques. Alors ça règle pas tout parce que les géographiques, ils sont en nombre limité. Cette année, je les ai pas tous en tête, mais on a Arménie, on a Ukraine, on a Maroc, Sénégal. Cette année, nous n'avons pas la Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, ah si, bien sûr, Palestine et Liban. Voilà, j'en ai peut-être oublié un, mais guère plus. Heu, mais alors donc si vous avez des projets avec des collectivités de ces pays-là, effectivement, votre projet, heu, sur la sécurité alimentaire, vous pouvez le proposer dans ces appels à projets-là. Maintenant, si vous souhaitez faire un projet, avec un autre, pays que ceux que j'ai listés, là, il faut, le proposer dans, l'appel à projet généraliste. Mais il est vrai que ça n'est pas aussi confortable. Ça n'est pas aussi confortable parce que je prends le cas du généraliste, mais c'est vrai aussi pour, les géographiques. Ben, comment dire? Le projet va se trouver en concurrence avec un grand nombre de projets et surtout un grand nombre de thématiques. Voilà. Donc, alors que lorsqu'on avait l'appel à projet sécurité alimentaire, on était vraiment dans ce domaine-là et voilà, Est-ce c'était plus simple. Enfin, à mon sens, c'était quand même plus confortable. Bon, mais c'est vrai que n'empêche, ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas qu'il faut, si vous avez des projets, il faut le mettre dans le géographique ou le généraliste. Mais je pense que la probabilité que le projet soit retenu est peut-être un peu plus faible, mais cela dit, il y a d'autres paramètres qui rentreront en jeu, donc bon, faut pas, voilà, faut pas se décourager du tout, et cette année. c'est vrai qu'on avait fait ce projet Copalim 1 après ce constat effectivement qu'il y avait peu de projets sur les questions d'alimentation, qui avaient été proposés dans le cadre de l'appel à projet sécurité Oui, alimentaire et que mmh, donc il fallait peut-être revenir un peu en arrière et arriver à définir un petit peu, mmh, ce qui pouvait s'y faire, les principes de réciprocité, ce qu'on pouvait y gagner donc et d'où l'objet de ce Copalim 2 de continuer un petit peu à travailler avec les acteurs de la relation des relations internationales et des projets alimentaires pour voir, où sont les passerelles et ce que chaque territoire a à y gagner. mmh. Ça vous va Alors moi, Pascal? Je te passe la parole parce qu'il faut qu'on oui, avance. oui,
D'accord, d'accord, bah, c'est très bien comme ça. Mais si vous souhaitez compléter, n'hésitez pas dans le chat ou on Non, aura un non, temps pour oui, des oui. Non, échanges non, par la suite. je voulais simplement dire en 2 mots que, bon, l'année dernière, c'était aussi une année particulière où, les collectivités, avaient d'autres préoccupations que la coopération décentralisée, et c'est peut-être aussi ça qui explique, la baisse des projets que l'on a observé d'ailleurs dans tous les appels à projets. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Louison, peut-être sur, un complément concernant l'état des lieux de ce qu'on a pu trouver, dans nos premières recherches, et qui seront donc, restituées dans la publication. Merci Anna. Je vais peut-être juste compléter en effet, ça fait le lien avec le financement dont on vient de parler. On a pu, en tout cas dans le cadre de cette publication, essayer de refaire cet historique à la fois côté financement et puis évolution des idéologies autour de la coopération décentralisée. Donc ça a déjà un petit peu été présenté par Pascal Ajali. Mais pour apporter quelques compléments, donc c'est vrai que ce qu'on identifiait, dans cet historique qui est encore en cours de construction, c'est que sur les financements, avant, les années 90, on avait plutôt, des coopérations qui s'appuyaient beaucoup sur des ressources propres de collectivités, aussi sur du coup, des jumelages, puisque c'était, à ce moment-là, la forme privilégiée pour les coopérations. Avec, beaucoup moins de guichets publics, avec de type, appel à projets tel qu'on peut aujourd'hui, en avoir, publié par, le ministère des Affaires étrangères. Entre 92 2005, c'est là où on a eu les premiers dispositifs de publics dédiés, donc la création en effet des guichets d'appui par le ministère des Affaires étrangères. Les premiers appels à projets cofinancés, sur, des thématiques, ciblées. Le début des cofinancements avec, l'AFD, donc, Agence française de développement, l'Union européenne et les dispositifs qui en émergent. Entre 2005 et 2015, on était plutôt sur, une structuration, diversification des sources de financement, mais un renforcement du pôle, dédié aux collectivités, du côté du ministère des Affaires étrangères, avec, des appels à projets thématiques, le lancement de la FICOL, dispositif FICOL de l'AFD, donc qui permet aussi le financement de nombreux projets aujourd'hui, notamment structurants, et la montée en puissance des fonds européens. Et depuis 2015, on arrive, sur, voilà, une consolidation avec un ciblage plus thématique, l'arrivée des sujets plutôt transition alimentaire qui étaient plutôt inexistants avant, hein, de ces projets-là. Donc comme l'a indiqué Pascal, il y a un appel à projet spécifique du MEAE sur, l'alimentation durable. Le FICOL qui augmente aussi qui a augmenté, en tout cas son plafond, de financement et des projets dispositifs européens du type, Enis et BCMed, Interreg NextMed, donc différents dispositifs qui peuvent être mobilisés par les collectivités. Les sujets agricoles et alimentaires sont, enfin, j'ai commencé déjà un petit peu à en parler, mais on a essayé aussi de retracer la manière dont ils étaient traités dans la coopération internationale. Heu, Jusque dans les années, 80-90, on était plutôt sur, un traitement, quasi exclusif, plutôt des questions agricoles, donc tu es plutôt sur une aide humanitaire liée à l'agriculture, avec des projets ponctuels plutôt liés à l'accès à l'eau, la distribution de semences par exemple. Une approche assez technique finalement, mais et peu territorialisée et finalement assez peu réciproque. C'était pas vraiment un échange de pratiques, mais plus une aide humanitaire telle qu'elle ait pu être considérée après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 90, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler plutôt sur les questions de structuration de filière. Donc on intégrait, petit à petit d'autres éléments et non plus strictement le secteur agricole. On était plutôt sur, essayer de faire du lien avec de la transformation, de la distribution, l'appui à l'agriculture familiale aussi avec le maraîchage, l'élevage, donc plutôt sur des aspects aussi, voilà, formation, renforcement de compétences. Mais à ce moment-là, c'est vrai que les thèmes agricoles, alimentaires étaient encore traités de manière assez séparée. 2005-2015, c'est à ce moment-là qu'on commence plutôt à avoir des, voilà, des liens, en tout cas, qui se font entre agriculture, marchés locaux, nutrition, qui se faisaient déjà un petit peu avant, mais beaucoup moins. Les premières approches, plutôt territoriales de l'alimentation, comment repenser, les filières à une échelle locale, essayer d'utiliser l'alimentation comme un levier de gouvernance locale, donc ça reste encore, très limité, hein, dans les projets de coopération, puisque déjà il en existe peu, hein, sur ces questions, mais, en tout cas, c'est des petites, tendances faibles qu'on observe. Et depuis 2015, voilà, c'est vrai qu'on a quelques projets, intéressants qui essayent justement de mobiliser cette approche territoriale, de l'alimentation, de faire du lien entre alimentation, climat, santé dans les projets, et de mettre en place plus de réciprocité dans les projets de coopération. Pardon. Et du coup, je vais laisser la parole, pardon, Anna, je sais pas si tu veux faire Vas-y, en effet la transition. Bah, je laisse la parole directement à Gülseren pour, prendre la suite sur ces enjeux agricoles alimentaires dans le monde et notamment sur les territoires. si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qui a été présenté ou que vous souhaitez, enfin, n'hésitez pas dans le chat.
Et Gulseren, c'est à toi. Pardon. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Bah, bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci pour l'invitation aussi. Donc, moi, je travaille au Comité français pour la solidarité internationale, donc, qui est une ONG française qui existe depuis 1960. Et donc, je vais pas faire un panorama complet, évidemment, des enjeux agricoles et alimentaires mondiaux, mais rappeler un peu les principaux enjeux qu'on identifie actuellement et comment nous, au CFSI, on y travaille pour faire le lien le plus possible entre les enjeux locaux et les enjeux mondiaux qui nous paraissent indispensables pour mieux construire les systèmes alimentaires territoriaux. Euh, donc, pour répondre à quels enjeux? Donc, quels sont les enjeux à la fois au niveau local et mondial qu'on identifie actuellement? Il y a bien sûr la question de la sécurité alimentaire et de son accessibilité pour assurer un accès suffisant et une nourriture saine et nutritive à toutes et à tous. Il y a le changement climatique, évidemment. Donc, le changement climatique qui impacte à la fois l'agriculture, la disponibilité de l'eau, la santé des sols et qui menace aussi la production agricole à long terme dans différentes régions du monde et qui est ressenti plus ou moins fortement selon là où on est. La question de la raréfaction des ressources naturelles, donc la nécessité d'une gestion plus durable de l'eau, des sols et des ressources naturelles en général. La biodiversité, le déclin vraiment considérable de biodiversité, notamment son lien avec l'utilisation des pesticides et de la déforestation. Il y a évidemment la nécessité de la transition de nos systèmes alimentaires pour pouvoir faire face à ces enjeux. La question de renouvellement des générations, c'est vrai qu'elle se pose en France, mais aussi à l'échelle mondiale. Donc des générations d'agriculteurs, agricultrices, pardon. Et la question du travail digne, notamment de ces travailleurs, avec ce qu'on appelle, nous, le paradoxe de la faim, de dire qu'en fait, dans le monde, ce sont ceux qui produisent la nourriture plus faim. Euh, Donc, en tant que voilà, organisation de solidarité internationale, nous, on s'intéresse beaucoup à ce que produit la FAO, notamment son rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, donc qui paraît chaque année et qui fait un peu le point sur où on en est. Le rapport de 2024, donc qui porte sur les chiffres de 2023 et des années précédentes, donc montre qu'il y a une forte augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim. Donc là, actuellement, on est à peu près à 9% de la population mondiale qui a souffert de la faim en 2023. Donc il y a eu une grosse augmentation entre 2019 et 2021, évidemment liée aussi aux crises pandémiques, mais aussi aux événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus nombreux, aux chocs économiques, aux conflits armés, etc. Donc ça reste, même si ça stagne à peu près depuis 2021, ça reste un enjeu majeur. Il y a la hausse des prix des denrées alimentaires qu'on peut observer un peu partout dans le monde, hein. Les prix mondiaux des céréales, de la viande, des produits laitiers connaissent une augmentation significative et ce qui impacte évidemment en priorité les populations les plus vulnérables qu'elles se trouvent. Il y a l'impact des conflits armés et du climat, et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et notamment sur la zone sahélienne aussi. Donc ces conflits qui créent des conditions qui aggravent la faim et avec des conditions climatiques qui s'ajoutent en fait à ces conflits et qui vulnérabilisent encore plus les populations. Et puis il y a le risque de la faim dans certaines régions du monde, comme on peut le noter aussi actuellement de façon un peu dramatique dans dans certaines zones qui sont en conflit armé. Et donc, pourquoi c'est intéressant d'analyser les PAT, les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux à l'aune des ODD, donc les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 et qui sont en fait un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent de la paix et de la prospérité
d'ici 2030, soit dans 5 ans. Donc, comme tout le monde le sait, on est malheureusement un peu loin des objectifs, mais quand même, donc l'intérêt, c'est de répondre à des enjeux globaux par des actions locales, tout en intégrant des dimensions économiques, sociales, environnementales, qui sont aussi traitées dans les PAT. Puisque l'alimentation est une thématique transversale, elle permet donc de répondre à plusieurs des ODD. En réalité, on pourrait dire de tous les ODD, mais les principaux auxquels on peut penser tout de suite, c'est évidemment l'ODD 2, avec la faim zéro, donc pour améliorer la sécurité alimentaire, puisque les PAT contribuent aussi à garantir une alimentation saine et durable, en favorisant des circuits courts et une agriculture locale. L'ODD 12, avec la consommation et production responsable, ils encouragent la réduction du gaspillage alimentaire, la transition vers des systèmes alimentaires plus respectueux de l'environnement. L'ODD 13, avec la lutte contre le changement climatique, hein, et les PAT, effectivement, en promouvant des pratiques agricoles durables, peuvent contribuer à cette ODD. Et l'ODD 15 sur la vie terrestre, donc qui fait référence au soutien à la préservation des sols et de la biodiversité, en favorisant toujours des modes de production agroécologiques, mais évidemment, donc, et là je vous renvoie aussi aux travaux de Let's Food qui a bien fait le lien entre tous les PAT et tous les ODD, enfin les PAT et les objectifs, les 17 objectifs, et qui montre aussi que en fait, si on balaye tous les ODD, on trouve toujours un lien avec l'agriculture et l'alimentation. Euh, donc, analyser les projets alimentaires territoriaux, et donc là, je m'appuie aussi sur les travaux de Let's Food, hein. Ça permet de traduire des objectifs mondiaux en actions locales concrètes, hein, pour assurer la cohérence entre des politiques à l'échelle locale et des réalités de terrain. Adopter une vision intégrée, multidimensionnelle, en combinant différents volets, santé, environnement, équité économique. Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation, de même que pour les ODD en fait. Favoriser la gouvernance participative et l'implication citoyenne. Donc là, évidemment, ça c'est un enjeu qui nous parle beaucoup au CFSI. Je terminerai là-dessus d'ailleurs dans pas longtemps. Et puis d'adapter les objectifs globaux aux spécificités des territoires, évidemment, pour optimiser leur pertinence, leur efficacité. Et donc, j'en viens au CFSI, au Comité français pour la solidarité internationale, et pourquoi on s'intéresse à tous ces sujets, évidemment aux enjeux agricoles et alimentaires, mais aussi à la façon dont ils sont traduits sur les territoires en France. Le CFSI existe depuis 1960 et fédère en fait 26 organisations membres, dont Cités Unies France. Mais il y a aussi de nombreuses autres ONG, il y a des syndicats, et Cités Unies France qui représente aussi donc toutes les collectivités en coopération décentralisée. Donc il agit en faveur d'une agriculture et une alimentation durable et solidaire, renforce les associations, syndicats qui œuvrent pour la défense des droits humains, et notamment sur les questions agricoles et alimentaires. Donc, c'est à travers essentiellement son programme Terre nourricière que le CFSI fait converger des réseaux engagés dans le consommation local en France et particulièrement en Afrique de l'Ouest, pour répondre aux défis communs alimentaires, nutritionnels et écologiques. Et donc, pour ça, on a en fait 3 modalités d'action, notamment le programme PAFAO, où on soutient des projets de promotion de l'agriculture familiale et paysanne en Afrique de l'Ouest. Le plaidoyer pour des politiques publiques cohérentes à l'échelle nationale, européenne et du coup internationale. Et puis la sensibilisation des citoyens à une agriculture, une alimentation durable et solidaire. Et en fait, on a différentes thématiques transversales qu'on peut retrouver de part et d'autre des continents, comme la question de l'approvisionnement local des cantines scolaires. Ça, c'est un sujet euh, sur lequel on travaille à la fois en France et en Afrique de l'Ouest. La promotion du consommé local, ça évidemment, c'est partout. Et puis la promotion plus généralement de la souveraineté alimentaire.
Et le projet sur lequel moi je travaille particulièrement, donc c'est le festival de films documentaires alimentaires, le programme alimentaire et son outil principal qui est le festival de films, donc qui est organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, partout en France et à l'international. Il permet d'informer, mobiliser les citoyens sur les enjeux du système alimentaire mondial et surtout à la question de l'interdépendance des systèmes alimentaires à l'échelle locale et nationale. Et ça aussi, dans leurs travaux, Let's Food avait parlé de l'effet papillon. Nous, on parle plus souvent de la question de l'interdépendance et des liens parfois un peu cachés qu'il y a dans nos systèmes alimentaires quand on commence à détricoter d'où vient tel produit, comment il a été produit, quelles ont été les conséquences de sa production sur les populations locales et sur l'environnement au niveau local. Donc, on essaye vraiment hum, d'informer sur ces liens. Et le but est évidemment donc de créer du dialogue entre les acteurs de la société à travers des projections débats qui sont organisées un peu partout en France et de façon totalement autonome par des associations, des collectivités territoriales, des établissements scolaires. Donc, ça peut rassembler des consommateurs, des producteurs, des décideurs, et l'idée, c'est d'avoir une meilleure compréhension partagée des enjeux, des interdépendances et du droit à l'alimentation et de la nécessité, évidemment, d'encourager des pratiques agricoles plus durables. Je disais, donc, ce sont essentiellement des projections débats, mais qui peuvent être aussi accompagnées de visites de ferme, d'animations pédagogiques, d'expositions, etc. Et l'idée, c'est vraiment de susciter l'engagement citoyen autour de ces questions. Et il y a de plus en plus, en fait, de collectivités qui s'emparent du festival pour faire vivre ces enjeux sur leur territoire, et notamment les collectivités qui sont impliquées dans des PAT et qui les portent. Ça leur permet en fait de faire vivre leur PAT et les enjeux et d'impliquer les populations, donc les administrés de leur territoire à ces enjeux-là. Et pour certaines, c'est aussi justement l'occasion de créer de la transversalité entre les services de coopération décentralisés et les services qui travaillent plus sur les enjeux agricoles et alimentaires locaux. Et c'est vrai que c'est ce qu'on encourage le plus dans le cadre du festival alimentaire, c'est évidemment, en partant des réalités locales, de montrer à travers les films et les enjeux partagés qu'on peut avoir à travers le monde et de faire le lien justement entre le local et le global. Euh, et on a aussi donc le réseau sur lequel on s'appuie, donc des coordinations territoriales qui sont basées dans chaque région, qui travaillent aussi auprès des collectivités territoriales pour essayer d'intégrer un peu plus la dimension internationale et les réflexions sur ces questions dans les PAT. C'est vrai que les PAT, et il n'y a pas de critique de ma part en disant ça, mais la priorité pour l'instant, c'est déjà de travailler sur les enjeux locaux, comment on peut relocaliser l'alimentation, comment on peut faire participer un maximum, comment on peut donner accès le plus possible à une alimentation de qualité, le plus local, le plus durable possible. Mais c'est vrai que on peut aussi, pour les PAT les plus avancés, disons, essayer de travailler sur les choix qu'on va faire dans le cadre notamment du PAT ici en France. Quels vont être ces impacts si on regardait, si on analysait à l'aune des échelles plus mondiales. Et donc, je vais terminer là-dessus. Donc, si vous voulez avoir des informations sur cet outil, qui est le Festival de films documentaires, donc qui a lieu à l'automne, 15 octobre, 30 novembre, mais pour lequel donc l'appel à participation va paraître le 2 juin, avec la sélection de films de cette année qui comportera une dizaine de films. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, on va voir d'autres exemples de comment on peut faire travailler PAT et coopération internationale dans les exemples. Je donne la parole à Louison. Merci beaucoup, Gülsen. Merci. En effet, je vais conclure cette première partie pour ensuite laisser rapidement la parole à nos deux expériences concrètes qui seront présentées juste après moi. Donc l'idée ici, c'était un peu de replacer l'action internationale et collectivités françaises sur ces questions-là.
Voilà, je pense qu'en fait, je vais passer rapidement sur cette frise puisqu'on a pris un peu de retard et puis, il y a des choses dont j'ai déjà plus ou moins parlé tout à l'heure. Il me paraissait important en fait de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on est arrivé au modèle de coopération dont on dispose aujourd'hui, pour, essayer de mieux s'en saisir, au service de l'agriculture et de l'alimentation durable. Hem Donc, l'information en plus sur cette frise, c'est un peu aussi les territoires d'intervention dont on a moins parlé, tout à l'heure. Donc, historique, c'est vraiment voilà qu'au sorti de la guerre dans les années 50-70, c'était plutôt sur des coopérations de type jumelage, notamment avec des pays européens, plutôt sur des échanges, scolaires, échanges culturels. Années 80, naissance d'un discours plutôt nord-sud, solidarité, avec, l'émergence des projets de coopération en Afrique francophone, des coopérations techniques, comme j'indiquais tout à l'heure. La loi de février de 92, voilà, reconnaît légalement la coopération décentralisée, donc c'est vraiment le début des projets de coopération décentralisée, tels qu'on les connaît, aujourd'hui, avec des projets bilatéraux, conventionnement, une extension, dans d'autres pays, africains et dans les Balkans. Les années 2000, donc on commence, plutôt sur décentralisation, voilà, enfin, on a des processus de décentralisation, dans les pays, partenaires, au sud, ce qui permet aussi de faciliter certaines coopérations dans certains pays. On s'étend sur d'autres régions, notamment, Maghreb, où on a plus de collectivités qui s'investissent, sur des coopérations, internationales, Asie du Sud-Est également. Hem, Année 2010, c'est donc à ce moment-là qu'on a les cadres globaux qui émergent. Donc Ceren a parlé du cadre des objectifs de développement durable. On a aussi les agendas 21 plutôt dans les années 90, mais en tout cas qui se sont renforcés aussi dans ces années 2000-2010. Des cadres plutôt climat, résilience, qui permettent aussi de justifier plus facilement certaines coopérations internationales sur certains sujets. Et enfin, voilà, année 2020, j'ai un peu mentionné, tout à l'heure, on a des coopérations qui émergent, en réponse aussi à certains conflits, notamment, la guerre en Ukraine, avec des coopérations qui, du coup aussi, ont pu, se développer dans ce cadre-là. Et donc, des questions plutôt transition alimentaire qui, se renforcent, depuis quelques années, dans les projets de coopération, même s'ils restent encore, très, minoritaires. On a essayé de recenser, un recensement qui est en cours, hein, qui n'est pas finalisé, les projets de coopération, internationale sur les sujets agri-alim. Donc pour ça, on s'est appuyé sur les réseaux régionaux multi-acteurs, qui, j'en parlerai juste après, donc sont des acteurs, assez importants sur les territoires qui permettent, d'appuyer les collectivités, mais d'appuyer plus largement l'internationalisation, des territoires sur, tous les sujets, hein, pas seulement, agricoles et alimentaires. Il en existe 12, j'en parlerai juste après, mais donc, ici, pour l'instant, vous pouvez voir, rapidement, on vous enverra les présentations par la suite, hein, si ça vous intéresse, mais que voilà, il y a comme sans surprise beaucoup de coopérations plutôt en Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique du Nord, un petit peu aussi en Asie du Sud-Est, donc Madagascar, qui est aussi un pays de coopération, assez important pour les territoires français, notamment sur les questions agri-alim. Je reste pas plus longtemps que ça sur cette slide. Les grandes tendances qu'on observe, en tout cas nous de ce recensement qu'on a réalisé, qu'on est en train de compléter, c'est que voilà, on observe que les régions françaises semblent, voilà, les plus investies sur ces questions en nombre de projets et en financement. C'est aussi lié au fait que, bah, les sujets agricoles et alimentaires, font partie, pleinement de leurs compétences, hein, développement, agricole notamment. Sur les sujets traités, ça diffère aussi, énormément en fonction de l'échelon, concerné, que ce soit une région, un département, une commune, une métropole. Également lié bien sûr, aux compétences, dont elles disposent. Les régions, comme je l'indiquais, sont plutôt sur le soutien à la production agricole, la structuration de filières. Les départements, on observe des sujets, beaucoup plus variés, donc on peut avoir à la fois des projets de structuration de filières, mais aussi liés, à la compétence sociale, plutôt, de lutte contre la précarité alimentaire, mais aussi sur, de la gestion, des déchets, des boues, des projets plutôt d'insertion, cantine scolaire. Et les communes, vont plutôt s'investir sur des questions de nature en ville, agriculture urbaine. Cantines scolaires aussi sont un levier qui est souvent mobilisé et sur, également, les marchés, donc les circuits courts et la commercialisation. Et voilà, comme j'indiquais, on a des zones de coopération dans ce qu'on recense aujourd'hui sur les sujets agricoles et alimentaires qui sont plutôt, orientés autour de l'Afrique de l'Ouest, de Madagascar, du Maroc, de l'Asie du Sud-Est, pour parler des grandes régions. Hem Et on essaie de réaliser une cartographie des acteurs qui interviennent en faveur de l'action internationale des collectivités françaises, notamment sur les sujets agricoles et alimentaires. C'est une partie qui sera dans la publication qu'on va finaliser, hein,
d'ici 1 ou 2 mois. Mais pour vous commencer à vous donner une idée des acteurs qu'on a pu recenser, donc on a des acteurs qui à la fois, enfin, qui d'abord financent bien sûr la coopération internationale des collectivités, qui les accompagnent techniquement, des acteurs qui sont plutôt là en tant qu'observateurs, influenceurs des coopérations, et d'autres qui sont plutôt dans la mise en réseau, pardon, qui permettent l'échange de pratiques. Peut-être sans tous les citer, j'irai, voilà, sur, les financeurs, j'en ai pas mal parlé en début de présentation, peut-être sur les accompagnateurs, mais on a bien sûr tous les opérateurs, hein, qui interviennent, en soutien des collectivités qui, on a pu l'entendre au fil de nos entretiens, ont un rôle, très important, hein, dans ces coopérations internationales, que ce soit des associations, voilà, je pense que Charlotte Riaf va en parler, mais des associations comme, AgriSud, le GRED, qui sont des associations de développement agricole qui, interviennent en appui des collectivités. On a bien sûr les réseaux régionaux multi-acteurs, des chercheurs universités, donc le CIRAD aussi intervient au travers de différents projets, en soutien aux collectivités. En termes d'observateurs, bien sûr, on a et de mise en réseau, on a cité Unifrance qui rassemble de nombreuses collectivités qui s'investissent sur ces questions-là, avec, des groupes pays et des groupes, thématiques. Pas forcément de groupes thématiques encore sur ces questions, mais en tout cas, il y a des projets, qui sont suivis, par Cité Unifrance, sur des sujets agri et alimentaires, notamment à Madagascar. On a bien sûr le CFSI qui a été présenté par Gulseren, et sur la mise en réseau, on a également toutes les associations, des maires de France qui, traitent de différents sujets, dont également, les sujets de coopération internationale, dans le cadre desquels des échanges peuvent avoir lieu. Hem, pour n'en citer, qu'un seul, même si, il y aurait énormément d'autres réseaux, notamment, la RICOD par exemple, qui, permet aussi d'échanger sur, les questions internationales des collectivités. Et donc les RRMA, qui, ont ce rôle, important, il en existe 12 en France, métropolitaine et outre-mer, qui vont avoir un rôle, de soutien de l'action internationale des territoires, au sens large. Donc ça peut être aussi, de la coopération, entre acteurs académiques, associatifs, pas seulement, collectivités, qui vont être financés à la fois par le ministère des Affaires étrangères, par les régions et par d'autres sources de financement en fonction de chaque, RRMA, qui a son fonctionnement bien sûr propre, mais qui donc, agissent, et peuvent agir, en soutien de collectivités qui souhaitent, s'engager sur ces questions-là. Ça peut être aussi des relais, si vous souhaitez initier des projets, internationaux, dans le cadre de vos PAT. J'en dirai pas plus sur cette première partie, qui a déjà été, assez longue, et je vais sans plus tarder laisser la parole, prochaine personne. Et à Anna. Merci. Peut-être juste pour dire qu'on n'a pas on a des présentations et c'est très chouette que vous puissiez, nous dire un peu, ce que vous faites et qui vous êtes et les projets de coopération que vous êtes en train de mener. Et je me dis qu'il y a beaucoup de coopérations qui sont sur des territoires qui gagneraient peut-être, peut-être que vous échangez déjà entre territoires qui agissent sur des territoires communs. J'ai pas vu de questions particulières, donc vous pouvez encore vous les noter, on aura un temps d'échange par la suite. Donc on va rattraper ces 10 minutes vu qu'il n'y a pas d'échange ni de il n'y a pas de questions, en laissant, la parole, à nos intervenants de la partie 2 et donc directement à Charlotte Rioff, donc qui est directrice relations internationales du département des Hauts-de-Seine et qui va nous présenter la coopération entre les Hauts-de-Seine et Siem Reap au Cambodge. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, je vais vous présenter la politique de coopération internationale du département des Hauts-de-Seine, puisque en fait, elle cible 4 pays et une thématique qui est la lutte contre la malnutrition et l'extrême pauvreté. Alors, c'est une thématique assez large, mais finalement, on a choisi de la traiter dans les 4 pays qui sont l'Arménie, le Bénin, le Cambodge et Haïti, à travers des programmes de développement agricole. Et donc, au Cambodge, on travaille avec la province de Siem Reap sur un gros programme de développement agricole depuis 2009. Donc ça fait, c'est un programme qui est mis en place depuis 15 ans, donc on s'inscrit dans la durée et ça, c'est assez intéressant pour ce que je vais vous expliquer par la suite. On s'inscrit aussi bien sûr dans un cadre institutionnel puisqu'on est en partenariat avec la province de Siem Reap. Et on travaille avec des partenaires issus de la société civile, le GRET, AgriSud International et le CIRD, qui est une ONG locale.
Et donc tous ensemble, on a une approche assez complémentaire. Bon, c'est le propre de la coopération décentralisée, vous me direz. On partage des objectifs concertés, puisqu'on a des instances de pilotage du programme. Et ce qui aide également, c'est qu'on dispose d'importants moyens, puisque depuis 2009, on octroie, le département des Hauts-de-Seine octroie 500 000 € par an sur cette coopération décentralisée avec la province de Siem Reap. Et grâce à ces montants assez importants, on a un effet de levier tout aussi important qui nous a permis jusqu'à présent d'obtenir des cofinancements du MAE à hauteur de 500 000 € et plus récemment auprès de l'AFD dans le cadre d'une FICOL à hauteur de 1,5 million d'euros. Voilà. Passer à la slide suivante. C'est pas moi, j'ai pas la main, je pense pas. Ouais. Mince. Je vois pas les slides. Oui, c'est normal, c'est parce que je pense que la connexion de Louison s'est coupée. Tu veux que je reprenne, Louison? Sinon, moi, Non, tu veux que je reprenne, Louison? Ok, je vais reprendre. Je pense qu'elle a un problème de connexion. 2 minutes, Charlotte, j'arrive. pas de souci. J'ai la poisse aujourd'hui avec, Mais non. avec ma connexion. Alors. Ah, bon. Je reprends, Louison, ou tu veux que je partage? C'est bon, désolée, ma connexion, c'est la mienne qui a sauté, donc désolée, Charlotte. Pas de souci. Donc, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Et donc, voilà, je vais vous décrire très rapidement, parce que c'est pas trop l'enjeu aujourd'hui, mais toutes les actions qu'on a mises en place depuis, enfin, le programme a été voté en 2009, mais donc il est implanté depuis, il est mis en place depuis 2010. Donc, tout ce qu'on a mis en place dans un premier temps vraiment pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et puis petit à petit, en fait, ça s'est transformé. Donc on a travaillé sur 3 axes, la production agricole, et on a essayé de promouvoir l'agroécologie sur cet axe-là, donc à travers de la diversification, de l'amélioration des rendements, amélioration de la qualité, gestion de la fertilité des sols et des ressources naturelles, et bien sûr de permettre aux petits agriculteurs de la province de Siem Reap qu'on soutient à travers ce programme, de permettre d'être plus résilients face au changement climatique. L'axe suivant, ça a été, donc on a travaillé sur ces axes-là. Je dis «on», mais c'est bien sûr les ONG partenaires, hein, puisque nous, dans les Hauts-de-Seine, on ne peut pas accompagner directement les bénéficiaires. Donc c'est les ONG partenaires, le Greta AgriSud, qui ont été sur le terrain pour travailler sur ces axes-là. Ils ont aussi travaillé en parallèle au renforcement des organisations paysannes. Ça a été très important, et c'est comment dire, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier quand on travaille sur le développement agricole et plus tard sur l'alimentation durable. C'est la structuration des groupements de producteurs. Donc au départ, on part sur des petits groupements, et puis petit à petit, par effet un peu boule de neige, on passe sur des plus gros groupements. On est passé de groupements de 30 à des grosses coopératives. Et on a pu travailler avec eux sur, au départ, de la transformation, de la certification de produits locaux, et le développement de services collectifs et d'épargne crédit. Ensuite, on a également travaillé, c'est la slide suivante, sur les aspects commercialisation, lien avec les consommateurs. Et c'est là qu'on a commencé à travailler un peu plus de façon plus rapprochée avec la province de Siem Reap, puisqu'il y avait tout l'aspect appui à la transformation des produits, structuration des circuits courts, puisqu'on travaillait à la fois avec les marchés locaux et à la fois avec les hôtels-restaurants, puisque je ne l'ai pas dit, je n'ai pas contextualisé, mais la province de Siem Reap, c'est la zone des temples d'Angkor, donc vraiment c'est un contexte touristique très fort, et donc il y a une demande alimentaire
des touristes et de la population. Donc il faut équilibrer, quand on est dans une démarche de développement agricole, il faut équilibrer ces 2 canaux, il faut travailler de façon équilibrée sur ces 2 canaux de distribution. On a travaillé sur, la certification, comme je disais tout à l'heure, de la qualité, avec un système participatif, de, sur la production. La mise en place d'un marché hebdomadaire, de produits locaux et de produits sains, et c'est là que je dis on a travaillé avec la province de Siem Reap et en ce sens vraiment, le fait d'être en coopération décentralisée a été un levier énorme, puisque, c'est eux qui nous ont permis d'identifier le territoire du marché, et puis, avec lesquels on travaille sur la valorisation, de ce marché. On a travaillé aussi avec la province de Siem Reap sur la mise en place de foires agricoles. Et bien sûr, en parallèle de tout cela, on travaille sur la sensibilisation nutritionnelle auprès de tous les agriculteurs qui, du fait d'une meilleure production, d'une production plus qualitative, de meilleurs rendements, et cetera, ont commencé à mieux nourrir leurs familles, et leurs enfants. Donc, voilà, il y a eu un effet vraiment boule de neige sur la province. Et enfin, du coup, au terme, on n'a pas terminé, mais pendant qu'on a mis en place toutes ces activités, on s'est rendu compte qu'on travaillait vraiment de façon circulaire de la production jusqu'à la valorisation des déchets. On a mis en place donc un biofertilisant en valorisant les déchets verts des marchés. On est en train de produire notre humus bio grâce à la valorisation des boues de vidange. C'est donc les boues qui sont issues des fosses septiques et qui sont séchées. Et donc vraiment, on est dans un programme complètement intégré. C'est à la suite de la mise en place de toutes ces activités et qui perdurent, qu'on a sensibilisé la province de Siem Reap en leur disant que vraiment c'était intéressant, de mettre cette transition en valeur, cette transition agroécologique de la province en valeur, puisque en termes de résultats, on peut se targuer d'une très forte prise de conscience des producteurs. Il y a plus de 4 600 producteurs de la province qui sont passés en transition agroécologique, avec une production maraîchère agroécologique qui est significative. On est donc dans des systèmes agroécologiques qui sont résilients et qui limitent les externalités négatives. Et ça permet d'améliorer la résilience des marchés, des ménages agricoles. Et il y a aussi cette forte notoriété du marché hebdomadaire. Donc, on a quand même sensibilisé beaucoup la province en leur disant il y a quelque chose à faire pour aller plus loin sur l'alimentation, puisque selon ce qui se fait en France, quand on veut travailler à une autre échelle sur l'alimentation, on a ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux, qui est une méthodologie propre à la France. Alors, on leur a présenté cette méthodologie. Au départ, ils étaient un petit peu, ils étaient très intéressés, mais ils ne savaient pas trop comment se l'approprier. Mais voilà, comme on leur a laissé le temps de s'approprier cette idée d'aller plus loin que le développement agricole et de penser l'agriculture à travers la nutrition. Donc en parallèle de cela, on a aussi beaucoup travaillé sur l'exemplarité de la province et les innovations qui ont été mises en place et tout ce que ça génère en termes d'attractivité au niveau de l'image de la province, au niveau du Cambodge et même de l'Asie du Sud-Est, puisqu'on est maintenant dans des réseaux de recherche sur l'agroécologie, notamment en Asie du Sud-Est. Donc voilà, en termes de résultats, on en était là en 2018. Et c'est la slide suivante. Il y a eu un gros tournant, on en parlait tout à l'heure, le tournant de la crise sanitaire du Covid, qui arrivait un peu en décalage au Cambodge, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés de plein fouet par le Covid, non pas en 2020 comme en Europe et aux États-Unis, mais en 2021.
Et ça a eu, pour conséquence la fermeture des frontières provinciales. C'est-à-dire que, c'est comme si, la région Île-de-France, du jour au lendemain, se retrouvait, enfin, on ne pouvait plus sortir de la région Île-de-France et plus rien ne pouvait transiter, de la région Île-de-France, pour vous donner un exemple. Donc ils ont dû gérer leur, propre autonomie alimentaire de façon très contrainte, et ils se sont rendus compte que malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, quand même, grâce à l'accompagnement qui avait été fait depuis 10 ans, ils ont plutôt bien résisté à la grâce, à la diversification et au volume qu'on avait apporté, dans le cadre de ce programme. Mais ils ont eu une prise de conscience importante sur la fragilité de leur système, alimentaire et surtout de leur gouvernance alimentaire. Pardon. Donc ils Pardon, je suis trop longue. Ou peut-être accélérer un tout petit peu pour qu'on ait le Oui, temps oui, oui, et j'ai bientôt fini, hein, mettre c'est ouais, 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 j'ai bien pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ils nous ont demandé de mettre en place une stratégie alimentaire territoriale. Nous, ici, département des Hauts-de-Seine, on n'avait pas du tout de compétences alimentaires et c'est vrai qu'on était, pour dire ce qui est, dans une logique, plutôt, descendante. On pensait à l'alimentation, finalement des territoires partenaires, mais pas forcément à la nôtre. Et donc, on a proposé à la province de chercher et là, on peut passer à la slide suivante, de chercher des financements. Bon, ça, du coup, je passe. Ça résume la méthode et l'intervention du programme, mais c'est tout ce que je vous ai expliqué en un schéma. Donc, on va le passer. On a cherché des financements pour appuyer la province à élaborer sa stratégie alimentaire territoriale, puisque nous, on n'avait pas de cette compétence en interne. Et on a sollicité, dans un premier temps, donc un financement auprès de l'appel à projet de la DAECT à l'époque, maintenant DCT CIV, pour élaborer des diagnostics. Et ce qui était intéressant dans ce premier appel à projet, c'est la notion de réciprocité. C'est-à-dire, si on le faisait là-bas, il était indiqué que c'était bien aussi de se poser la question ici. Et on a continué dans cette démarche, en sollicitant en parallèle, une fois qu'on a obtenu, ce financement de la DCT CIV, on a sollicité aussi un financement auprès de l'AFD, dans le cadre du mécanisme FICOL, et toujours, dans cette démarche de réciprocité. Si bien que, j'ai bientôt terminé, ça a permis, et c'est vraiment ça qui est intéressant dans notre programme, ça a permis d'engager une réflexion, sur la situation de l'alimentation dans les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire que, la sécurité alimentaire ne concerne pas que bien sûr les pays les moins avancés, et le diagnostic qui a été réalisé dans les Hauts-de-Seine, notamment par Let's Food, a fait émerger plusieurs faits marquants, des disparités importantes, en matière d'accès à l'alimentation, un potentiel nourricier du territoire qui est quasiment inexistant, et des secteurs, alors qu'il y avait des secteurs de la transformation agroalimentaire et de la restauration collective qui étaient affectés par des difficultés de recrutement. Donc on avait à la fois des atouts et des faiblesses qui nous permettent de, tout d'un coup, de aussi se poser la question de l'alimentation sur notre territoire. Et j'en ai fini, je crois, avec la dernière slide. Voilà, l'obtention du FICOL nous permet vraiment d'être dans une démarche, assez nouvelle pour nous, parce qu'on ne pensait pas, hein, suite à enfin, quand on retrace un peu l'historique. Quand la province de Siem Reap nous a demandé de travailler sur la stratégie alimentaire territoriale, on ne pensait pas qu'on en serait là aujourd'hui, c'est-à-dire sur toute la question de l'alimentation, sur tout le questionnement, sur l'alimentation qu'on se pose sur notre propre territoire, et en cela, c'est vraiment intéressant. Et le principe de réciprocité, j'insiste là-dessus, des appels à projets, est très important, puisque ça a été un effet de levier majeur dans notre cas. Et du coup, on a une approche similaire, une méthodologie similaire de travail sur les deux territoires, malgré des contextes complètement différents. Donc, mise en place de groupes de travail, élaboration d'un plan d'action, mise en place d'outils de sensibilisation et coordination des initiatives des acteurs du territoire en matière d'alimentation. Voilà, je suis désolée si j'ai été longue, et je suis disponible Il y a pour vos beaucoup de questions. choses à dire parce que c'est un gros projet et que vous avez fait plein de choses, donc c'est très chouette. Merci beaucoup de l'avoir présenté. Je pense que c'est très inspirant et on a un autre projet inspirant juste après. Donc si vous avez des questions à Charlotte, vous pouvez les poser dans le chat et je pense que Charlotte prendra le temps d'y répondre dans les 10 prochaines minutes et je laisse directement la parole à Laurent.
Bonjour à tous. Donc moi je suis Laurent Salagoïti, je travaille à la délégation générale aux relations internationales de la mairie de Paris et plus particulièrement au sein du pôle coopération où je suis chargé des projets, des subventions aux associations en lien avec tout ce qui est environnement, agriculture urbaine, alimentation durable, végétalisation de l'espace public. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler de la coopération que nous menons avec la région de Nouakchott. Donc, Pascal Ajali vous en a un peu parlé en préambule, mais la genèse de notre projet, elle se situe dans la pandémie Covid, puisque à ce moment-là, Mauritanie a fermé ses frontières, ce qui a mis en évidence, qui a remis en évidence comment dire, une grande dépendance vis-à-vis des importations de denrées alimentaires avec le Maroc et le Sénégal. Donc, puisque le peuple mauritanien, d'après ce qui nous a été annoncé, est essentiellement un peuple d'éleveurs et pas un peuple de producteurs. Donc nous avons commencé à travailler ensemble. Le début réellement de notre coopération, ça a été la signature d'un pacte de coopération en juillet 2022. Donc c'était un pacte signé par nos élus, la maire de Paris et la présidente de la région de Nouakchott, qui se voulait alors général, mais en même temps en ciblant quelques thématiques de travail. Suite à la signature de ce pacte, nous avons réalisé une mission qui nous a permis de construire un projet, une mission durant laquelle nous avons pu voir quels étaient les besoins réels de Nouakchott. Et surtout, j'aurais peut-être dû commencer par là également, voir si nous avions, nous, à Paris, la compétence pour travailler sur un projet d'agriculture urbaine et d'alimentation, puisque dans chacune de nos coopérations à Paris, on s'assure d'avoir trois éléments clés réunis, une volonté politique, donc ça, nous étions sûrs de l'avoir avec la signature du pacte de coopération, la capacité de mobiliser ou des fonds ou d'en obtenir. Donc, nous avions en tête l'appel à projet sécurité alimentaire de l'ex-DAECT et la possibilité de notre côté de mobiliser une partie de notre 1% assainissement pour la réutilisation de bouts de vidange. Et enfin, savoir si nous, Paris, nous avons vraiment des compétences sur la thématique, si nous avons des experts, auquel cas, si ces trois conditions sont réunies, nous pouvons démarrer une coopération. Donc les trois coopérations étaient bien, les trois conditions étaient réunies. Nous avons lancé cette mission de repérage à la fin de l'année 2022, de mémoire, si je ne me trompe pas, et ça nous a permis de déposer un projet à la DECT sur l'appel à projet sécurité alimentaire de début 2023. C'était un projet que nous avons construit autour de trois actions. La première action, c'était le retour d'expérience sur le site d'agriculture urbaine de PK17, qui est un projet que Nouakchott a développé à la fin de l'année 2020 avec la coopération espagnole. Donc, lorsque nous avons commencé à travailler dessus, il avait un peu plus de 3 ans d'existence, ce qui valait le coup, en tout cas pour faire un retour d'expérience. Je reviendrai dessus ensuite. Une deuxième action qui est le lancement d'un marché d'études pour la réalisation, la création d'un nouveau site d'agriculture urbaine sur un autre site à PK25. Et un troisième volet qui concerne plus des formations sur l'agriculture urbaine à Nouakchott et la montée en compétences des agents de la région de Nouakchott. Donc pour ça, on a obtenu une subvention de 99 000 euros. Et alors nous, on est moins avancé que la région des Hauts-de-Seine puisque notre coopération a seulement 2 ans, mais c'était la première étape de notre projet. Maintenant, notre deuxième étape qui est en cours, on a demandé une subvention FICOL à l'AFD pour développer les actions 2 et 3. Alors, si vous pouvez passer à la slide suivante, pour que vous ayez une idée de l'expertise qu'on a pu mobiliser et du retour d'expérience qui est intéressant pour Paris. C'est donc on a pu mobiliser au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement le chef de service de l'agriculture urbaine qui s'occupe également de la production horticole de la ville de Paris. Au sein de son service, ils ont comment dire, la charge de plusieurs appels à projets, notamment l'appel à projet Pariculteur qui vise à trouver des sites et à aider des porteurs de projets à s'installer sur des projets d'agriculture urbaine dans Paris, mais aussi autour de Paris. L'appel à projet Paris Fertile qui vise à former aux métiers agricoles et l'appel à projet Paris SEM qui soutient les investisseurs, enfin les acteurs à l'investissement dans la filière agricole. Donc, lui avait un vrai intérêt à venir travailler sur ce projet pour voir comment ça se passe en Mauritanie et puis pour connaître aussi les mécanismes de financement de la DAECT.
On a travaillé avec l'expert irrigation de la ville de Paris, c'est la personne qui en charge tous les réseaux d'arrosage automatique qui sont mis sur les sites parisiens. Et on a travaillé avec le directeur de la formation agriculture et agriculture urbaine de l'école du Breuil. Donc l'école du Breuil, c'est l'école du paysage et de l'agriculture de la ville de Paris, qui aujourd'hui est un partenaire extérieur, mais qui auparavant dépendait à 100% de la ville de Paris. Donc on a vu quelles compétences on avait, mais on a aussi vu quelles compétences on n'avait pas en interne, notamment des compétences agronomiques. Donc pour ça, on a choisi de recruter une volontaire de solidarité internationale qui a travaillé pendant 1 an avec nous et qui, en plus de ses compétences en agronomie, a réalisé toute la gestion de projet à Nouakchott, puisqu'elle était basée en Mauritanie pendant 1 an. Et enfin, pour développer notre projet sur le site de PK25, on a recruté un bureau d'études local, puisque c'est un bureau d'études mauritanien, avec un partenariat pardon, avec un bureau d'études espagnol. Voilà, si vous pouvez passer à la slide suivante. Ça ne passe pas chez moi. Alors, si on fait le bilan de la première action, le retour d'expérience sur le site de PK17, donc lors de la première mission avec les experts qu'on a réalisé en mars 2023, on a pu constater certains dysfonctionnements et certaines choses qui se passaient très bien. Notre volontaire agronome qui travaillait là-bas s'y rendait plusieurs fois par semaine pour discuter avec les agriculteurs, mais aussi avec les superviseurs qui étaient en charge de prodiguer les bonnes pratiques aux agriculteurs. On a pu constater que certains matériels qui étaient utilisés n'étaient pas fonctionnels ou pas adaptés, donc on leur a fait certaines préconisations pour l'achat de nouveaux matériels, notamment sur le réseau d'arrosage, avec des tuyaux qui se bouchaient régulièrement, l'absence de manomètre pour calculer la pression ou simplement de bouches de fermeture pour pouvoir choisir sur quelle parcelle on souhaitait irriguer et pas irriguer toutes les parcelles en même temps. On a mis en place des ateliers de formation tout au long de l'année, donc ce qui fait lien avec les expérimentations qu'on a également menées. On s'est rendu compte qu'ils avaient un taux de germination très faible sur les nouvelles cultures, donc on a cherché de nouvelles semences. On a constaté que malgré les apports de petits matériels sur le réseau d'irrigation, ils avaient toujours des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc, on a créé au sein de chaque parcelle, pour chaque bénéficiaire, des petits bassins qui captaient l'eau dans lesquels on a mis une plante qui s'appelle l'azola. L'azola a la particularité, en fait, avec ses racines, de recharger l'eau en azote. Et donc, ensuite, l'eau utilisée pour arroser les cultures et fertiliser naturellement. Et on a fait également d'autres ateliers, tels qu'un atelier pour créer un répulsif à insectes à base de feuilles de Nîmes, qui sont très présentes dans le coin. Et enfin, on a créé un guide des bonnes pratiques en français et en arabe qui résume un petit peu tous les ateliers, toutes les formations qu'on a pu donner en 1 an et qui est adapté directement à notre public cible, qui sont les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors ça, c'est le projet que nous avons développé sur le site de PK25. Donc, c'est un projet qu'on a mis 1 an à construire, puisque c'est une parcelle qui n'était pas, comment dire, évidente au départ, sur laquelle on pouvait ne pas envisager d'agriculture, mais qui peut se révéler très propice à ce genre de culture. Donc, on a recruté le bureau d'études mauritanien-espagnol dont je vous parlais. On a développé un projet sur lequel, outre le plan que vous pouvez voir, on a pensé comment dire, à la rentabilité des parcelles. Donc, on a défini quelle taille de parcelle il fallait au minimum pour que les agriculteurs puissent vivre de leur culture. Donc, quand on dit qu'ils puissent vivre, c'est qu'à la fois ils puissent s'alimenter, mais aussi qu'ils puissent vendre et avoir un revenu de leur production. On a réalisé un plan de plantation sur toute l'année pour que leurs revenus soient étalés tout au long de l'année et pas seulement sur certaines périodes qui sont plus propices à l'agriculture. On a une réflexion sur les circuits de vente, comment les agriculteurs peuvent s'organiser, comment ils peuvent monter une coopérative et mutualiser leurs moyens de vente. Voilà, donc là, vous avez un exemple, le guide qu'on a mis en place avec les bonnes pratiques sur le site de PK17, ça fait partie d'une des initiatives qu'on a montées autour de la formation en agriculture urbaine.
Notre objectif initial était vraiment de voir quelle formation il existe en Mauritanie pour savoir quels sont les besoins. On a pu rencontrer beaucoup d'acteurs qui sont basés, alors pas à Nouakchott, mais dans le reste de la Mauritanie, ce qui, dans notre constat initial, nous semblait manquant. Après plusieurs réunions, on s'est rendu compte que les besoins en formation des agriculteurs n'étaient pas la priorité, mais qu'il y avait plus un besoin de monter en compétence vis-à-vis des acteurs porteurs de projets. Donc, dans notre cas, la région de Nouakchott, qui a un jeune service d'agriculture urbaine avec des personnes très motivées, mais qui ne savaient pas forcément comment faire. Donc pour ça, on a monté des webinaires avec nos équipes de la ville de Paris et on a également réalisé une mission d'une bonne semaine à Paris pour leur montrer nos projets et qu'ils voient sur le terrain comment ce qu'on leur a expliqué au sein des webinaires se passe. Et voilà, j'ai essayé de tenir en 10 minutes pour rattraper un peu. Non, mais merci beaucoup. Je pense que c'était assez complémentaire, et ça nous intéressait particulièrement aussi de voir comment vous avez mobilisé des expertises en interne. Donc merci à tous les panélistes pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a enfin, je sais qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que la dernière opportunité peut-être sur les 3 dernières minutes, de poser des questions? Après vous pourrez aussi les contacter j'imagine, directement. Moi, j'avais vu un commentaire qui n'était pas une question Ah! auquel je peux répondre, c'était Ouais. la réciprocité pour la ville de Paris. Enfin, il y avait eu cette question pour l'ensemble des panélistes, mais Charlotte y a déjà répondu. Dans notre cas, nous, enfin, les acteurs parisiens, on sait ce qu'on fait sur notre territoire, on ne sait pas forcément ce qui se passe ailleurs. Et ce qui intéressait mes experts, c'était d'aller un petit peu réinterroger nos pratiques en voyant comment ça se passe à Nouakchott et en voyant leurs interrogations. Lors des visites de terrain qu'on a pu faire, on a découvert à un moment que la région de Nouakchott, ils ont choisi, par exemple, sur certains sites que nous on appellerait des délaissés de voirie, donc des zones qui ne sont pas construites, ils ont laissé des agriculteurs s'implanter pour éviter qu'il y ait des mésusages. Et c'est une pratique qui nous a beaucoup fait réfléchir. On a beaucoup échangé entre nous parce qu'on a certains sites à Paris qui sont des zones trop petites ou pas forcément très accessibles qu'on peut pas offrir au grand public et sur lesquels on peut laisser de l'agriculture s'installer. Mais merci beaucoup pour ce complément parce qu'effectivement, je pense que la difficulté, c'est aussi d'aller convaincre les élus pour aller vers des coopérations ambitieuses, qu'il y a une réciprocité et que les territoires ont tout à gagner, en tout cas à échanger et parfois sur bah, j'allais dire des détails, c'est pas des détails, mais en tout cas, peut-être quelque chose, des choses moins évidentes qui n'y paraissent, mais des petites innovations ou des façons organisationnelles, techniques, financières qui peuvent être intéressantes aussi pour le territoire français. Donc ça, je pense tous ceux qui sont ici en sont assez convaincus, mais c'est quand même intéressant. Et donc merci à tous aussi d'avoir participé à ce webinaire parce que c'est intéressant de se retrouver et de renforcer un peu notre groupe et peut-être de réfléchir ensemble à comment on pousse ces idées un peu partout, à la fois au sein des PAT, au sein des ministères, comment on essaie d'aller chercher davantage de financement et de les chiffrer davantage pour que les territoires puissent agir sur ces questions-là, des ressources humaines à mutualiser. Ça me fait faire le lien avec le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 27 mai de 16h à 17h30, où là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter, nous, l'ensemble des outils qu'on a commencé à recenser au travers des entretiens et des recherches qu'on a pu faire et de les croiser avec vous sur qu'est-ce que vous utilisez, enfin, à la fois pour sensibiliser, à la fois pour financer et pour mettre en œuvre, quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'on doit aller chercher et ensemble auprès des différents acteurs qui agissent sur ces questions de coopération pour faciliter et encourager ces coopérations alimentaires. Donc, on vous encourage à vous inscrire au prochain webinaire, donc le mardi 27 mai prochain. Encore merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup à nos panélistes. Et puis au plaisir de vous retrouver peut-être mardi prochain. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Ce webinaire sera donc en replay sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Très bon appétit et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.